je vous retrouve aujourd'hui pour vous filmer mon top 5 et mon flop 5. Enfin, mon top 6 et mon flop 4. Il y a 10 livres dans cette vidéo, faites pas genre, ça vous déplaît. D'habitude, je vous le présente dans le bilan de l'année. Avec, honnêtement, je me dis, ouais, comme ça les motive à regarder mon bilan de l'année. Mais je trouve ça pas cool parce que si vous êtes intéressé juste par mon top et mon flop, vaut mieux quand même que je vous fasse juste une vidéo top flop, comme ça vous avez pas tout le reste de la vidéo bilan et vous n'êtes pas obligé de vous la taper si vous voulez pas la regarder. Bref, si vous entendez des petits bips dans le fond, je suis désolée, c'est le PC de mon copain qui tourne dans le vide alors qu'il est pas là, mais bref, je sais pas si j'ai le droit de l'éteindre donc je ne l'éteindrai pas. Bip, oui t'as raison, bip. Bref, on est parti, par contre faut pas abuser, je vais quand même d'abord faire un peu monter la sauce, donc on va commencer par les flops et ensuite on viendra au top. J'ai deux manières de procéder un peu similaires, c'est-à-dire que je prends soit mes coups de cœur pour les tops, soit mes plus mauvaises notes pour les flops. Sauf que là, en gros, j'ai établi qu'une vraiment mauvaise note, c'était à partir de 6,5 pour moi. Donc j'ai deux notes à 6,5 et deux notes à 6. Donc je les ai classées moi, mais franchement on peut plus ou moins les mettre sur un pied d'égalité. Donc on va commencer avec les 6,5. Le moins pire, on va dire. En l'occurrence, je ne peux vous en montrer aucun parce que je crois que je les ai tous revendus, sauf un, mais je sais plus où il est. Je crois qu'il est par là, il traîne par là-bas, mais je sais plus où il est. Donc, commençons avec les deux 6,5, donc les moins pires, on disait. Nous avons, sur un pied d'égalité, La Cuisine des Sorciers, de je sais plus qui, mais je vous ai mis un visuel là, hein, vous me connaissez, je me connais. Et en fait, c'était... Il a une note vraiment pourrie, hein, qu'on se mette d'accord. Mais c'était pas si pire dans le sens où c'était juste pas du tout ce que je voulais lire, pas du tout ce à quoi je m'attendais, et c'est le genre de truc qui ne me plaît pas. Donc forcément ça m'a déplu, mais c'est pas nul en fait. Et c'est le seul bouquin sur lequel je vais dire que c'est pas nul. Voilà, vous pouvez aimer les autres, y a pas de souci, je vous jugerai pas trop, on va dire ça comme ça, mais j'ai du mal à comprendre ce qui vous plaît dedans. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire par là. Mais bref, donc le top... le flop 4, voyons comme ça. Le flop 4, du coup, La Cuisine des Sorciers. Ça parle que de cuisine, ça parle pas du tout de sorcellerie, contrairement à l'Atelier des Sorciers, parce que c'est la série de base. La Cuisine des Sorciers est un spin-off de l'Atelier des Sorciers. Du coup, je pensais que on aurait un petit peu comme des sortes de scènes coupées un peu. Non, pas du tout, pas vraiment. C'est surtout la cuisine. Et je n'ai pas cuisiné, donc je n'ai eu aucun intérêt à suivre ce truc. Surtout que on te parle pas plus en détail que ça des instruments, non. Des ingrédients spécifiques qu'ils utilisent, spécifiques à leur monde et tout, du coup bah... C'était vraiment pas ouf. Et surtout pas très utile, voilà. L'autre flop sur un pied d'égalité, c'était L'Inattendu de Noël de Nilène. C'était donc ma première lecture du... Alors pas du mois de janvier, mais pour le challenge à table, donc pour le mois de janvier. On vous met le bilan d'ailleurs là-haut. Temps de réflexion. On vous met le bilan là-haut qu'on a fait avec Kako Bookin. Et ouais, c'était un flop quoi. Puisque en gros, l'histoire de base, si je dis pas de bêtises, c'était une nana qui bossait dans un café et l'autre qui buvait régulièrement parce qu'elle était à un internat pas loin ou un truc du style, qui tombe amoureuse aux alentours de Noël, etc. Et c'était censé être une romance de Noël un peu cute. Non, non ça l'a pas fait parce que c'était, je crois, de mémoire de meufs tourmentées qui avaient toutes les deux leurs soucis. Il y avait trop de poésie mais pour rien. Enfin, ça l'a pas fait avec moi, comme vous pouvez le percevoir, hein, voilà. Et c'est bien dommage et ça me brise le cœur parce que c'était un service presse et que j'ai pas envie de parler mal d'un service presse, mais c'est ce qui va arriver pendant tout le reste des flops puisque les deux notes à 6 sont tous les deux des services presse et partenariats. C'est le malaise, voilà, c'est comme ça, mais j'ai toujours dit que je serais honnête avec vous et je continue d'être honnête avec vous. Donc mon top 3 des flops, c'est donc L'Inattendu de Noël de Nilène aux éditions Cherry Publishing. Ensuite, on va rester avec le Cherry Publishing avec Wedding Dress for Sale de Ludivine Pépé, je sais toujours pas le dire mais je crois que c'était ça son nom. Pareil, revendu ou en train d'être revendu. Comment non, je me rappelle d'une héroïne insupportable. Je crois que le pitch c'est un truc du style elle se fait larguer sur l'hôtel et du coup elle veut vendre sa robe de mariée. Non, c'est l'inverse. Je crois qu'elle veut récupérer la robe de mariée d'une meuf, enfin bref, je sais plus, il y a une histoire de mariage forcément, de robe de mariée à vendre d'occasion, etc. Ce genre de choses. Et la meuf était insupportable, le mec il était pas mieux. J'avais créé un roman, vraiment une page hyper longue de tout ce qui n'allait pas
D'habitude je vous détaille tout, vraiment tout ce que j'ai pensé de ma lecture. Là il y avait trop de trucs insupportables et juste pas possible, que j'ai dû compacter et contracter en un seul ou deux points parce qu'il y en avait juste trop. Et j'ai fini le livre que parce qu'il était pas épais en fait. Sinon je pense pas que je l'aurais fini. Et parce que c'était un service presse aussi, j'imagine que ça a dû jouer à ce moment-là. Maintenant avec le recul je suis en mode, est-ce que ça aurait vraiment dû jouer ? Bon, je sais pas, mais ça m'a pas causé une peine de lecture. J'étais juste en train de disséquer l'intégralité du bouquin pour dire ça j'ai pas aimé, ça c'est pas incohérent, pourquoi le personnage il dit des trucs pareils, enfin bref. Vraiment le personnage principal, insupportable, le mec pas mieux, ça l'a pas fait. Juste ça l'a pas fait. Et enfin le top 1 est le plus triste et gênant et malaisant et j'espère que l'auteur passera pas par là. Au point que j'hésite à vous mettre les références des bouquins dans la barre d'infos. Parce que j'ai peur que l'auteur tombe dessus, voilà. Après il va pas aller me casser la gueule non plus, mais bref. L'attaque des dragons, tome 1, la vallée de cendres oubliées, de Jordan R. Naxos, je crois un truc du style. Et ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait. Ça sent à plein nez le bouquin d'auteur débutant. Et quand il a vu notre vidéo avec nos remarques sur ce qui peut être appelé des petits détails, mais qui sont un peu quand même essentiels, du genre les incises. Donc pour rappel, les incises c'est le dit-on, parle-t-elle, ce genre de choses. Et par exemple il nous a répondu que c'était son style de pas en mettre. Voilà. Et nous on était un peu en mode bah oui, on comprend que tu perçoives ça comme ça, mais si tout le monde le fait, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est notamment pour pas se perdre entre les personnages dans un dialogue à 2, à 3, à plusieurs personnes. Bref, donc oui, c'était pas fou. Voilà, et c'est ce que je dis, c'est d'autant plus rageant qu'il y avait du potentiel à la base, mais que le style d'écriture, la manière dont c'est écrit, la manière dont certains passages intéressants sont skippés et d'autres moins intéressants sont bien détaillés, ça donne pas envie de lire la suite forcément, et c'est du gâchis, enfin bref, voilà. C'était avec Wedding Dress for Sale, c'était égalité en mode même note quoi. Voilà, c'était les flops. Passons au top. Alors sachez bien que dans la miniature j'ai fait exprès de pas les mettre dans l'ordre, au cas où petit malin vous tenteriez de deviner à l'avance. Top 6 Phobos tome 4. Donc pourquoi top 6 D'habitude je prends toujours mes coups de cœur de l'année, et ensuite je les classe dans l'ordre, et après je vous décide soit de vous présenter top 10, soit top 5, soit tous mes coups de cœur de l'année. Et cette année il n'y en a eu que 6, à mon grand désespoir, donc d'où le top 6, j'avais pas envie de virer un coup de cœur juste pour dire que je faisais un top 5, donc vous aurez un top 6. Voilà. Et donc en 6ème et dernière place de mes coups de cœur, mais bon, quand même top 6 de mes 80 lectures à peu près, nous avons le tome 4 de Phobos de Victor Dixon aux éditions PKJ parce que je l'ai en poche. Et il est bien épais sa maman, avec un tout petit peu plus de 850 pages quand même. Pour rappel rapide, parce que j'en ai marre de faire ce résumé, mais c'est potentiellement la dernière fois que je le fais, Phobos, on suit 6 prétendantes principalement, qui vont avoir évidemment 6 prétendants dans une navette spatiale en direction de Mars, puisque leur objectif est d'aller coloniser Mars et de faire les premiers enfants martiens, blablabla. Donc speed dating pendant tout le trajet jusqu'à Mars. Sur Mars, ils s'installent, ils se marient, ils font des enfants, et voilà. Vous vous doutez bien que ça ne se passera pas comme ça. Bref, j'ai enfin fini la série cette année, et je vous avoue que quand j'ai vu que c'était cette année que je l'avais fini, j'étais en mode c'était pas il y a plus longtemps, c'est fou. Je sais pas vous, mais moi je trouve que les années passent très vite. Oui, discours de vieille, mais c'est pas grave. Sauf en termes de lecture, c'est-à-dire qu'en termes de lecture, quand je reprends mon carnet depuis le début pour faire ce genre de choses, c'est-à-dire écumer mes pages de carnet pour voir où sont les coups de cœur, et que je vois certains livres lus la même année, je suis en mode non, quand même, sérieux, je l'ai déjà lu cette année. Donc voilà, je lis. Soit je lis plus vite que ce que j'imagine, soit les années livresques passent plus lentement que le reste. Je ne sais pas. Bref, donc j'ai beaucoup aimé ce tome, ça finit très bien la série et en même temps c'est une fin ouverte qui fait que l'auteur a décidé de rajouter des tomes. Mais vous pouvez vous arrêter là si vous en avez marre de la série ou si vous voulez vous arrêter. Bref, moi j'ai beaucoup aimé ce tome, je trouve quand même que les 2 premiers étaient les 2 meilleurs tomes, mais celui-là était très bon aussi, je me suis fait un kiff, on découvre des trucs, j'ai été un peu déçue par certains points, c'est pour ça qu'il se retrouve dernier, parce que j'avais vu venir des choses qui remontent à loin, pas juste 20 pages à l'avance, hein, vraiment un tome à l'avance je l'avais vu, donc un peu déçue par ça, mais sinon le reste c'était vraiment très très bon, donc si vous n'êtes pas encore lancé dans la saga Phobos, sachez que c'est un parfait mélange entre
de la romance et de la SF, et quand j'ai dit ça à l'auteur lui-même, à Montreuil, parce que j'ai fait dédicacer le bouquin, c'est dans le vlog que je vous mets là-haut, eh bien il m'a répondu oui avec la même quantité de thriller, donc selon lui c'est un tiers thriller, un tiers romance et un tiers SF. Donc si ces 3 genres-là vous plaisent, n'hésitez pas à vous lancer dans l'aventure de Phobos. Et on change de style puisqu'on passe à du contemporain. On change de style puisqu'on passe à du contemporain avec l'une de mes queens et non pas Clémentine Beauvais. C'est l'autre, c'est Maëlle Dezard aux éditions Slalom avec À un cheveu. Vous vous en doutez si vous connaissez Maëlle Dezard, puisque le titre s'appelle Un cheveu, on va parler d'alopécie. Je vous rappelle que l'alopécie c'est cette maladie, je crois que c'est estampillé maladie, mais je veux pas dire de bêtises, qui fait que vous perdez tous vos poils et vos cheveux, ou juste tous vos cheveux, ou juste tous vos poils, mais bref, il y a un problème de pilosité et un problème capillaire qui va popper. Et donc là, on suit Emma qui malheureusement a 17 ans et est atteinte d'alopécie. Et on a un énorme complexe, donc elle va changer de lycée à cause d'un truc qui se serait passé dans le précédent, on sait pas trop pourquoi, mais toute sa famille déménage et change de lycée pour que personne soit au courant. Et donc ça va être son grand secret de garder son alopécie cachée. Et tout au long de ce périple, de cette histoire, eh bien elle va rencontrer des gens qui peut-être s'en foutent qu'elle soit chauve. Enfin chauve, on s'entend, qu'elle se rase le crâne quoi, qu'elle porte une perruque, tout ça, il y a des personnages loufoques, il y a peut-être une romance, je ne sais pas, je ne dis pas, qui sait. Est-ce que j'essaye de tenter Laurine par le biais de cette vidéo? Oui. Est-ce que je sais qu'elle ne la regardera pas de toute façon et donc je vais tenter pas Laurine? Probable. Mais bref, il y avait tout ce qu'il fallait pour plaire, de l'humour évidemment. Maëlle Dezard ne sait pas écrire un personnage principal pas drôle, donc c'est hilarant, évidemment. Emma est top, la meilleure amie d'Emma, j'ai pas son nom et elle est pas sur la 4ème, mais la meilleure pote qu'elle se fait dans le lycée est incroyable, je l'adore. Il y a d'autres thématiques très intéressantes au-delà de l'alopécie. Il y a une amitié, ouais c'est une amitié, une fraternité fabuleuse avec son frère. Et bref, si vous aimez les contemporains, si vous aimez le young adulte, je peux que vous le conseiller. Il est vraiment, vraiment très très bon. Youhou! J'ai eu le go de Monsieur PC pour éteindre l'ordinateur. Vous n'aurez donc plus les bips si vous les aviez jusque-là. Ouais! Ensuite, en top 4, nous avons Dahlia, artisane magicienne, de Megumi Sumikawa et Isaya Amagishi et Kei. Ça fait beaucoup de monde. Aux éditions Komiku. Je crois que c'est le seul, ou en tout cas l'un des rares mangas que vous voyez dans mes tops de l'année, parce que c'est très rare que j'ai des coups de cœur pour des mangas tout simplement. Mais là j'ai vraiment eu un coup de cœur. Cependant, c'est mon top 3 de l'année donc j'ai le droit de le mettre dedans évidemment. Par contre, si vous regardez mon top pour vous inspirer pour vos futurs achats, ne vous basez pas trop sur celui-là, c'est juste que celui-là a beaucoup résonné avec moi. En tant que booktubeuse, je vous en avais très longuement parlé dans un update BD manga. Et en gros, bon, revenons à l'histoire de base et je vous explique après le pourquoi du comment c'est lié à Booktube. L'histoire de base, c'est qu'on suit Dahlia, qui est une femme de notre monde, qui s'est retrouvée réincarnée dans un monde de fantasy, où il n'y a pas d'électricité, etc. Mais il y a de la magie. Donc en fait, elle est artisane magicienne, c'est-à-dire qu'elle crée des produits avec les trucs magiques de cet univers-là, pour recréer un peu ce qu'on a chez nous, du style quand elle était gamine à genre 4 ans, elle a voulu reproduire un sèche-cheveux, tout simplement. Et du coup, on la suit là-dedans, puisque c'est la plus... Enfin, officiellement parlant, elle a pas de titre en mode la meilleure artisane du coin, mais clairement, c'est elle qui a les plus grandes innovations, vous vous doutez bien. Donc, c'est très sympa de la suivre. Il y a vraiment cet univers médiéval. Il y a une amitié avec un gars, on sait pas encore trop si c'est une amitié ou un slow burn pour l'instant, mais c'est très très chouette et j'aime beaucoup. Et ce tome 3 avait particulièrement fait écho avec moi et avec Booktube, puisqu'il y a tout un moment où, en gros, l'autrice ne veut pas parler de service presse, même pas sûr qu'elle sache ce que c'est. Mais, en gros, elle parle effectivement du fait de faire chroniquer à des gens, faire chroniquer à des gens leur avis sur des produits. Donc, nous, des livres en l'occurrence pour Booktube, mais là, ses produits, ses créations elle. Et en gros, elle veut absolument payer le gars, et le gars il est en mode mais non, mais ça me fait plaisir, je te rends service, etc. Et ils ont tout un long débat sur est-ce que oui ou non faut payer ces gens-là, entre guillemets. Et j'ai adoré ce débat, c'était juste passionnant, c'était trop bien. Donc l'histoire de base me plaît, le côté fantasy, le côté médiéval, le côté amitié, amour, on sait pas trop, plus le côté création d'objets qui est trop cool. Bah alors là en plus vous rajoutez un débat qui me touche personnellement et dans lequel je mourrais d'envie de rentrer, je te dis ouais ça c'est un bon argument mais t'as trop raison et tout. Enfin bref, juste trop bien. Ce n'est pas une série terminée, pour l'instant il y a 4 tomes de sortie, et le 4ème, il a pas fait un flop mais il était beaucoup moins bien que celui-là dans mon cœur. Donc bon. Mais la série est très chouette. Voilà. Donc si vous voulez tenter, n'hésitez pas.
Et ça ne rigole plus, on arrive dans le top 3, et dans le top 3 nous avons Campus Drivers, le tome 1 de, donc Supermad, pardon, de C.S. Quill aux éditions Hugo Poche ici. Alors, sachez que la suite de la série ne l'a pas vraiment fait avec moi. Ça a fait un peu comme Neil, c'est-à-dire que le premier, coup de cœur, trop bien, j'adore. Le deuxième, c'était sympa, mais pas folichon. Le troisième, et voilà. Donc vous ne retrouvez que ce tome-là dans ce top. Et surtout, eh bien, je ne vais pas m'acheter les suivants. Parce que comme c'est des romances indépendantes, et que Laurie me les a prêtés aussi et surtout, j'ai pas besoin de me procurer les autres. Et par contre, je lirai les 4 et 5 quand ils seront sortis, même si j'ai pas suivi sur qui ça allait être, et je suis pas sûre de vouloir savoir. Bref, pour revenir à notre synopsis de base, nous suivons Lane et Loan. Non, c'est pas Loan. Loïs. Lane et Loïs. Oui, bah oui, je suis trop bête. Je suis trop bête. Bref, qui eh bien, vont devoir cohabiter contre leur gré, puisque monsieur habite dans un appartement pépouze, et il va sortir de son appartement et va retrouver madame dans les escaliers de l'immeuble, en mode chialade vénère, et il est en mode mais qu'est-ce qui t'arrive? Et en gros on apprend qu'elle s'est fait mettre à la porte par son mec parce qu'il veut expérimenter la vie de l'université. Sans elle, boulet à sa cheville, était en mode mais quel connard, mais quel connard. Bref, et du coup il va l'accueillir le temps qu'elle retombe sur ses pieds et qu'elle trouve un appart et qu'elle puisse partir. Bon, eh bien, étant donné que c'est une romance, on se doute qu'elle ne va peut-être pas partir finalement. Voilà. C'est une romance que j'ai vraiment bouffée, que j'ai lue très vite vu mon rythme de lecture ces derniers temps. Je l'avais lu je crois en janvier ou en février, en tout cas je crois que c'est le premier livre que j'ai lu pour le challenge Ça va te plaire alors lis. Je l'ai bouffé, je l'ai adoré, je l'ai juste surkiffé, voilà tout simplement. Peut-être pour ça que j'étais un peu déçue par les suivants, parce que trop d'attentes, puisqu'on m'avait dit que le 2 était le mieux, et que déjà là-dessus on partait sur un coup de cœur. Mais bref, on est là pour se parler de ce tome-là. Les personnages étaient vraiment trop bien, l'introduction des Campus Drivers, elle est ouf, puisque en fait c'est ce qui relie les tomes entre eux, les Campus Drivers, d'où le nom de la série, puisque les Campus Drivers en gros c'est une application qui vous permet de faire du Uber, du taxi, appelez ça comme vous voulez, dans le campus de je sais plus quelle université. Bon, je trouve pas l'info, mais bref. Et du coup, c'est tenu par les Campus Drivers, qui sont 4 mecs, et du coup, il y en a 3 des 4 qui ont un tome de la série. Voilà. Bref, donc les Campus Drivers m'ont tous plu de ouf, et je parle pas des tomes, je parle des personnages. L'héroïne était vraiment cool aussi. L'héroïne à un moment elle rencontre 2 petites vieilles qui étaient trop cool elle aussi. L'histoire était trop bien, enfin bref, tout était trop bien, le concept était trop bien. Le seul truc que je regrette un peu, même si je comprends très largement, c'est le fait que c'est une autrice française et ça se passe encore une fois aux États-Unis. C'était pas inévitable. Je vous garantis que sur le campus de Créteil, là où j'étais, les trucs sont tellement loin les uns des autres qu'effectivement là aussi tu pourrais mettre des taxis. Mais tant pis, c'est pas très grave. J'imagine bien et je comprends bien que Créteil c'est moins glam qu'une université américaine. Alors là, je pense que je vais vous surprendre. Puisque ce que je vais vous présenter comme étant mon top 2, moi-même ça m'a surprise, puisque j'ai l'impression d'avoir passé une bonne partie de l'année à vous bassiner avec, mais il s'est avéré que, en fait, mon top 1 il était encore mieux classé. En gros, mes coups de cœur du coup, ils ont tous la même note puisqu'ils ont la note de coup de cœur, donc c'est vraiment avec mon ressenti éloigné de la lecture, des mois et des mois après, que je les classe les uns par rapport aux autres. Or là, sur mon top 6, je me suis retrouvée avec 4 d'entre eux, je n'arrivais pas à les placer. Donc là, Dahlia, la Campus Drivers et les 2 que je vous ai pas encore présentés, j'arrivais pas. Genre tous auraient pu être premiers de là où j'en étais. Mais autant mettre une égalité entre 2 bouquins, j'ai déjà fait, c'est pas grave. Autant 3, c'est pas fou. 4, faut pas déconner non plus. Si bien que il a fallu distinguer les uns des autres. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai re-regardé le détail de chaque chronique et j'ai tout simplement compté le nombre de points positifs, le nombre de points négatifs. Voilà. Et il s'avère que celui que je vais vous présenter a 6 points positifs, je crois. Celui que je vous présenterai après en a 7. Donc il a gagné. Et à bien y regarder, j'étais en mode ouais, franchement ouais, pourquoi pas. Allez, tentons ça. Donc celui avec lequel je vous ai bien bassiné, c'est D'or et d'oreiller de Flore Vesco. Et je crois que c'est la première fois que vous le voyez chroniquer, entre guillemets, physiquement. Parce que je l'avais prêté à une pote et je ne l'ai récupéré que maintenant. Donc vous l'avez peut-être vu en book haul, mais je pense que c'est à peu près tout. C'est aux éditions L'École des loisirs chez Medium Plus. Enfin, collection Medium Plus, bref. Et on suit une réécriture de La Princesse au petit pois dans une ambiance un petit peu gothique, voilà. Et j'ai pas envie d'en dire beaucoup plus
pour ça. Celui-là a quelques points négatifs, notamment le whitewashing de la couverture, puisque on dirait vraiment un personnage blanc. Or, je crois qu'elle est indienne. Samia, c'était quoi son prénom exactement? J'étais pas si loin, c'est Sadima. Et ouais, donc Sadima n'a pas du tout des origines blanches ou enfin de la bonne couleur de peau là, enfin ça ne va pas. Bref, bon, c'était l'un des points négatifs, mais c'est pas dû à l'autrice. Et l'autre point négatif, c'est qu'il y a une petite question consentement ou pas. Pour moi, il y a consentement, pour moi c'est consenti, mais effectivement, je suis d'accord quand même pour dire que c'est flou. Du coup, dans cette optique-là, je me suis dit que c'était un argument de plus pour pas le mettre premier. Voilà. Bref, c'est une lecture qui m'a énormément plu. Elle est vraiment pas très épaisse, donc elle s'est lue vite. Elle est pleine de rebondissements, pleine d'inattendus. Moi qui aime pas les trucs gothiques, parce que souvent les romans gothiques sont assez longs, détaillent beaucoup, là c'était pas trop le cas, mais il y a vraiment cette ambiance pesante, vraiment très atypique. J'ai visualisé très très bien les événements, ce qui se passait et tout, et c'était vraiment une lecture incroyable qui m'a énormément plu. Si vous aimez les réécritures de contes, n'hésitez pas, c'est vraiment le terme de la vidéo, n'hésitez pas. Il y a un bon côté féministe aussi, et ça clairement on ne dit pas non. Bref, cette lecture avait tout pour être un coup de cœur. Ça a effectivement été un coup de cœur, et je vous avoue que quand ça a été le cas, j'en étais bien contente et presque soulagée en mode ce livre était fait pour moi, je vais être tellement déçue s'il me plaît pas. Et donc il m'a plu de ouf, et j'en suis ravie. Mais un livre m'a davantage plu. Quel est-il? Il vous reste donc qu'un seul coup de cœur de l'année que je ne vous ai pas encore présenté dans ce top. Mais qui est-ce donc? Si vous avez besoin d'indices, je vous invite à regarder mon pull. Alors, vous avez trouvé? Il s'agit des aventures de Billy et du Pierrot Barbare dans La forteresse du Chambron Noir. Écrit par Bob Lennon et kind of auto-édité. Je sais pas trop. C'est un crowdfunding, c'est un financement participatif sur KissKissBankBank. D'ailleurs, je suis dégoûtée de ne pas avoir fait celui du tome 2. Mais mon copain l'a fait, donc je lui piquerai. Parce que lui n'a même pas fini le tome 1, alors que de nous deux, c'est lui le fan de Bob Lennon. Mais de nous deux, c'est moi la lectrice, donc qui est surpris? Pas grand. Avant de reprendre le livre pour continuer, parce qu'il est lourd, donc autant m'épargner le poignet, sachez que Bob Lennon, c'est donc un youtubeur, pas du tout de booktube de base, qui est un youtubeur gaming. Il est quand même plutôt connu, mais bon, c'est pas vraiment notre sphère à nous de base, donc j'imagine bien que vous êtes nombreux à pas le connaître quand même. Et il s'avère qu'il est beaucoup dans tout ce qui va être jeu effectivement de fantasy, tout ce qui va être jeu de rôle. Enfin, il fait pas du jeu de rôle, mais univers jeu de rôle, vous voyez, univers Donjons et Dragons, ce genre de machin. Et on aime bien son humour un peu gras, un peu noir. Enfin, bref, on aime bien ses blagues. Et de base, j'avais peur, et en même temps j'étais contente. J'avais peur parce que en fait, il fait régulièrement des blagues. Je crois que je vous en avais parlé lors de l'update. Fait des blagues racistes, sexistes, mais moi ça m'emmerde. Mais en même temps, je sais qu'il les pense pas parce que je connais le personnage au bout d'un moment. Sauf que après chaque blague raciste ou sexiste, il prend pas la peine de dire c'est qu'une vanne, je ne pense pas ça, etc. Enfin, il fait pas des disclaimers partout, ce que je comprends largement. Mais comme c'est un large public et potentiellement des jeunes, bah c'est pas ouf. Moi j'aime l'humour noir, mais je ne fais des blagues d'humour noir que dans un cercle très privé et très fermé qui, je le sais, ne le prendra pas mal, vous voyez. Mais sinon, j'évite au grand public de faire ce genre de blagues d'humour noir qui font perpétrer des stéréotypes, ce genre de choses. Bref, donc reprenons. Et j'avais peur qu'il y ait de ça dans son bouquin. Et s'il y avait de ça dans son bouquin, j'allais faire la gueule, clairement. Et ben ça n'a pas du tout été le cas. Et ça, c'était chouette. Donc déjà, on applaudit ça. Ensuite, et là je vais reprendre le livre, c'est un livre dont on est le héros. Vous êtes le Billy, voilà. Et je n'en avais jamais fait pour adulte. J'en ai fait plein quand j'étais gamine. Je sais pas quel était le nom de la collection, mais sous format un peu album, BD là. Et vous mourriez excessivement facilement et c'était insupportable. Et j'en avais pas vraiment fait depuis. Et je suis pas sûre que j'en avais déjà fait sous format roman. Peut-être une fois, mais j'ai un doute. Et là du coup c'est quand même une belle brique, ça a pas l'air, mais il a pas un format classique, il est vraiment très large. Un peu plus haut qu'un bouquin normal. Ouais c'est ça, vous avez pas le nombre de pages. Il fait clairement pas 600 pages, mais en gros il y a 595 au moins items. Et vous savez en gros, si vous faites ci, allez page... allez item 160, si vous allez faire cela, allez item 345. Oui c'est ça. Et du coup je peux pas vous dire le nombre de pages, juste il y a 595 items. Évidemment vous n'allez pas tous les faire. Mais c'était trop bien, il y avait un super équilibre entre vraiment la lecture à proprement parler et la partie jeu. Vous aviez des combats dans tous les sens. Bon moi j'étais le Billy qui évitait tous les combats donc
j'en ai pas fait tant que ça, mais il y en avait un peu partout à faire. Vous avez des achèvements particulièrement hilarants, genre vous obtenez un achèvement et ça vous dit allez cocher à la fin du livre tel achèvement. Et du coup vous pouvez refaire des runs régulièrement ou quand vous voulez pour apprendre d'autres pans de l'histoire et avoir les autres achèvements, parce que les achèvements sont très drôles, il y a plein de rêves de pop culture dedans. Moi ça m'a bien fait marrer. Au-delà des achèvements, du coup, vous pouvez refaire des runs parce qu'il y a plein de trucs différents. Genre, à plusieurs reprises, on est en mode si tu as croisé la Centauresse, fais ci. Et je suis en mode mais quelle Centauresse? Il n'y a aucun moment où j'ai eu ne serait-ce qu'un bout d'opportunité de croiser une Centauresse. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Centauresse? Donc j'avoue que ouais, je suis curieuse de refaire une partie pour savoir qui était cette Centauresse. Parce qu'après avoir fini ma partie, j'ai boosté mon copain pour qu'il accélère et que lui avance sa partie. Et il n'a pas non plus croisé cette fichue Centauresse. Donc je vais vraiment devoir refaire une run. Bref, c'était très bien écrit, c'était très drôle, ça m'a beaucoup plu. C'est rejouable au moins 2-3 fois je pense avant de s'en lasser. Et voilà, ça m'a juste trop fait kiffer. Et j'ai vraiment hâte de savoir de quoi il retourne dans le 2. Même si j'ai suivi, enfin comme je vous dis, je suis pas très bien sa chaîne. Je suis de très loin, donc je ne sais même pas s'il y a des actualités sur le tome 2, quand est-ce qu'il va sortir, etc. Mais j'ai hâte de le voler à mon copain. Et peut-être le retrouverez-vous dans le top de l'année prochaine. Qui sait. En auteur, j'ai dit Bob Lennon parce que c'est le seul qui est écrit sur la couverture, mais il est coécrit par David Kuhn, je sais pas comment on est censé le dire. Mais il l'a pas écrit tout seul, Bob Lennon, ok, il a été aidé d'un vrai auteur, d'un co-auteur, je sais pas comment formuler. Je sais pas si lui il écrit des livres indépendants ou si vraiment son job c'est d'aider les gens à transformer leurs idées en romans, j'en sais rien. Mais bref, on remercie ces deux braves personnes pour ce super bouquin jeu, que je n'ai qu'une hâte d'avoir la suite à nouveau, voilà. Et c'en est fini pour cette vidéo, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire, en premier lieu votre propre top 5, voilà. Et en second lieu, si vous avez certains de ces livres dans votre palle, ou déjà lu certains de ces livres, et si c'est le cas, ce que vous en avez pensé surtout. Pour l'emoji du jour, vous allez mettre en fait ce que vous voulez, j'ai envie de vous dire. Puisque vous allez mettre en gros un emoji qui correspond à votre lecture préférée de l'année. Et si vous n'êtes pas inspiré, vous allez mettre l'emoji de ma lecture préférée de l'année. Et du coup vous allez mettre une épée, tout simplement, parce que le pyro barbare est un bourrin. Ou des flammes, parce que le pyro barbare. Comme vous voulez, une épée ou des flammes. Voilà, ça sera l'emoji de ce soir. Sur ce, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!